Intolérance à l'histamine, comment savoir si je suis concernée ou pas? Ceci est la deuxième vidéo que je consacre à ce sujet de l'intolérance à l'histamine, qu'on appelle aussi histaminose ou aussi HIT, le H-I-T. Si tu ne sais pas encore ce que c'est que l'histamine, à quoi ça sert dans le corps, d'où elle vient, pourquoi c'est important de bien réguler son taux d'histamine, comment le corps fait normalement pour réguler ce taux et ce qui peut perturber la régulation de ce taux d'histamine, alors je te renvoie à cette vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc ici, je vais partir du principe que tu sais déjà tout ça, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment tu peux déterminer par toi-même si tu es concerné ou pas par ce souci de régulation de ton taux d'histamine. Et tu vas vite te rendre compte que c'est un sujet qui est riche, qui est complexe, moi personnellement que je trouve passionnant, et c'est pas pour rien que c'est un trouble qui est encore très mal connu en France, où il y a encore très peu de documentation et d'informations solides disponibles en France. La plupart des ouvrages, des publications sont en anglais, et donc on va déjà commencer par regarder ensemble pourquoi c'est un trouble qui est si peu connu et si difficile à repérer. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi, de présence à soi, d'amour de soi, de santé naturelle et holistique. Je t'invite à rejoindre la newsletter d'Inflorescence qui paraît tous les vendredis midi si tu veux en savoir plus sur les différentes ressources que je propose, qu'il s'agisse des vidéos, des podcasts, de la plateforme en ligne et aussi des téléconsultations. Et tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Bienvenue. On va commencer par regarder ensemble pourquoi ce trouble de la régulation de l'histamine est si mal connu. Déjà, on l'appelle l'intolérance à l'histamine, alors que c'est pas une intolérance à l'histamine, c'est qu'on a trop d'histamine déjà en soi, et que du coup, tout ce qu'on prend dans notre alimentation qui fait encore augmenter ce taux d'histamine, bah forcément, on le vit mal. Donc c'est pas qu'on tolère pas l'histamine, c'est qu'on en a trop et qu'on n'arrive pas à la réguler. Comme je te le disais dans l'introduction, il n'y a pas beaucoup de sources en français, les publications sont en anglais, les livres pour l'instant la plupart le sont aussi, et la plupart des médecins, des personnels de santé à qui j'ai parlé de ce trouble pour l'instant n'avaient pas du tout l'air de connaître, et même s'ils peuvent être tout à fait ouverts à la discussion, à l'échange, bah, quand le praticien en face de santé ne connaît pas, c'est sûr que ça n'aide pas. Première raison qui permet d'expliquer pourquoi ce trouble est vraiment difficile à repérer, c'est déjà la variété des symptômes. Il y a plein de symptômes qui sont très différents, qui peuvent se placer au niveau respiratoire, digestif, au niveau de la peau, au niveau du sommeil, au niveau génital. Il y a vraiment plein d'aspects différents. Et c'est sûr qu'on ne va pas forcément penser a priori à relier ces différents symptômes, ces différents signaux, les uns avec les autres. Bon, par contre, quand on a compris comment ça fonctionne, là c'est sûr que ça devient vraiment limpide. Donc je te renvoie à la première vidéo. Deuxième facteur, l'intensité de ces symptômes va varier au cours du temps. Et donc ça rend pas la chose facile pour s'y retrouver. Quand on a le modèle de la tasse, je te renvoie encore à la première vidéo, cette tasse qui se remplit d'histamine et qu'on comprend ce qui remplit la tasse, qui fait monter le taux d'histamine, et comment c'est lié à l'intensité des symptômes que l'on ressent, là c'est sûr qu'on y voit encore beaucoup plus clair. Mais du coup, justement, si on a des symptômes comme ça qui sont assez variés et dont on remarque qu'ils sont plus ou moins là en tâche de fond, mais que leur intensité varie conjointement ou pas d'ailleurs, eh ben ça peut être un indicateur effectivement qu'il y a un souci avec cette régulation d'histamine. Ce que je te propose dans cette vidéo, ça va être de raisonner plutôt par faisceau d'indices. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans la description des différentes choses que tu peux observer pour savoir si ça te concerne ou pas, je te conseille même de prendre des notes, de dire ok, il y a ça non, ça oui, ça non, ça oui, et de voir comme ça s'il y a un ensemble, un faisceau d'indices qui se constitue, qui va dans le sens de montrer que bah oui, tu as plutôt des chances d'être concerné ou pas. Après, tu vas te rendre compte que pour chaque chose que je vais te présenter, parfois ça va ouvrir la possibilité de faire des tests par toi-même, de faire des expériences parfois par toi-même, pour valider ou pas
cet aspect de la chose. Donc tu vas voir, c'est un chemin, et moi je trouve ça personnellement assez passionnant. Troisième aspect qui permet d'expliquer pourquoi c'est pas évident à repérer, c'est que bien souvent il y a un délai entre la cause qui fait monter le taux d'histamine et le symptôme, la conséquence qui fait que tu te rends compte qu'effectivement il y a un souci. Et donc ce délai, parfois il est très court, c'est quelques secondes, parfois c'est quelques minutes, parfois c'est quelques heures, et parfois c'est jusqu'à 48 heures, même 2-3 jours. Donc quand il y a des délais comme ça qui peuvent être longs et en plus qui varient dans le temps, bah c'est pas forcément facile de savoir qu'est-ce qui a fait, quelle était la cause qui a généré ce désagrément, cet inconfort et ce symptôme. Je te propose un exemple pour y voir un petit peu plus clair. On va prendre l'alimentation, mais ça pourrait être tout à fait une autre cause. Imaginons, c'est 4 heures, tu te prépares des bananes avec un petit peu de cacao et des amandes. La plupart des personnes vont se régaler et n'auront aucun désagrément, tout va bien se passer, c'est parfait. Or, il se trouve que les bananes, le cacao et les amandes contiennent de l'histamine. Donc si toi tu as un souci de régulation de ton taux d'histamine, et surtout si en plus ton taux d'histamine est déjà assez élevé, eh bien ces bananes, ces amandes, ce cacao, tu risques de pas trop bien les tolérer et ça va te faire apparaître des symptômes. Alors là, chacun est différent, il y a des personnes qui vont avoir des plaques rouges de l'urticaire, d'autres qui vont avoir une gêne respiratoire, un sentiment de resserrement, une crise d'asthme, des écoulements au niveau ORL, des yeux qui piquent, des soucis digestifs, des brûlures gastriques, des soucis intestinaux. Donc la palette est large, je vais y revenir après, et ces désagréments peuvent apparaître en quelques secondes, en quelques minutes, en plusieurs heures, et parfois 2 à 3 jours après. Tu vois, donc comme tes bananes, amandes, chocolat, ben en fait ça s'insère dans une journée où il y a plein d'autres paramètres, où il y a plein d'autres choses qui sont susceptibles de faire monter aussi ton taux d'histamine, tu comprends que là c'est quand même difficile avec ces délais variables de s'y retrouver. Quatrième facteur qui permet d'expliquer pourquoi c'est difficile à repérer, et là je pense plus au personnel accompagnant, aux médecins, au personnel de santé, aux praticiens de santé. Chaque personne a un profil unique qui peut être très différent, et donc c'est pas évident de penser que des personnes qui montrent des troubles si variés et si différents peuvent avoir en fait les mêmes soucis à régler et sont pris dans les mêmes mécanismes et dans les mêmes choses. Donc là c'est sûr que c'est pas évident de comprendre ça tant qu'on l'a pas vu. Et enfin, autre aspect, et là c'est de soi à soi, on change au cours du temps. Et donc un adolescent de 14-15 ans, qui peut avoir déjà un souci pour réguler son histamine, ne va pas forcément présenter les mêmes symptômes, va pas avoir le même profil qu'un homme de 30 ans et qu'une femme qui est en train de vivre une préménopause, voire sa ménopause, ou que quelqu'un qui a 80 ans et qui peut aussi avoir un souci de régulation d'histamine. Donc tout ça, ça fait des profils très variés, et donc pour soi-même, comme ça change au cours du temps, on peut ne pas avoir de soucis d'histamine et puis que ça se déclare par exemple à la préménopause alors qu'on ne l'avait pas vu avant, mais c'était peut-être déjà là ou pas. Et voilà, et donc comme on change au cours du temps, bah, ça demande de rester présent à soi, de rester en lien avec son corps, avec ce qu'on ressent, et d'observer ce qui se passe instant après instant. Dernier aspect, et là ça concerne plus l'aspect méthodologique, hein, comment on va s'y prendre pour savoir si on est concerné ou pas par ce souci de régulation de l'histamine, je vais te parler un petit peu de méthode scientifique. Quand on fait des sciences et qu'on a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs comme ça, et qu'on veut savoir lesquels vont avoir une influence sur un mécanisme, sur une situation, sur quelque chose que l'on vit ou que l'on perçoit, eh bien, si on veut tester l'influence de ces différents facteurs pour savoir vraiment lesquels ont un impact ou pas, il va falloir faire varier qu'un seul facteur à la fois. Tu peux pas savoir si le facteur A, le facteur B, le facteur C, le facteur D, s'ils ont un impact ou pas sur un système ou sur une situation, si tu fais tout varier en même temps. Donc ici, pour ce souci de régulation de l'histamine, on va voir au cours de cette vidéo en détail différents facteurs, différentes choses que tu peux tester pour savoir si ça te concerne ou pas. Et donc parfois il y a des tests, donc il y a des expériences que tu peux faire. D'un aspect purement scientifique et méthodologique, si tu fais tous tes tests en même temps, si tu testes en même temps l'alimentation, le stress, les chocs émotionnels et diverses choses, si tu fais tout en même temps, tu ne sauras pas exactement ce qui influe directement sur ton problème ou pas.
Et en fait, c'est pas vraiment un problème, je te dis ça juste pour que tu comprennes bien ce que tu es en train de faire. C'est pas vraiment un problème parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas dans un labo, et là concrètement, bah, il y a une personne qui a des symptômes, qui a mal dans son corps, qui est pas bien. Et donc moi personnellement, je suis pas pour la psychorigidité scientifique de dire ah non, il faut faire varier qu'un seul symptôme à la fois, pas vraiment. Je considère plutôt que là en face, il y a une personne qui a mal et qui est pas bien et qu'on va essayer de la soulager le plus vite possible. Donc là, même si c'est plus une vidéo sur le test pour savoir si ça te concerne ou pas, moi je t'encourage à y aller à fond, à mettre toutes les chances de ton côté pour tester les choses, voir si ça va mieux. Et puis bah, après, il sera toujours temps, quand tu auras repris un peu plus de confort et d'équilibre dans ton corps, de retirer les différents facteurs et les différentes choses les uns après les autres au feeling, au ressenti, en essayant de voir dans ton ressenti, dans ton intuition, qu'est-ce que peut-être qui est moins impactant, moins important que le reste. Et puis tu retires un par un les facteurs et les choses que tu as changées dans ton mode de vie et dans des différents tests. Tu vois, je trouve que, étant donné que potentiellement t'as mal et que t'es pas bien, c'est mieux de d'abord y aller à fond pour aller le mieux possible, le plus vite possible, et utiliser cette notion de un paramètre à la fois dans l'autre sens, c'est-à-dire en les retirant, en prenant ton temps de bien observer. Ok, tu enlèves un paramètre, tu enlèves un test, tu vois, est-ce que du coup c'est moins bien, ou est-ce qu'en fait ça change rien? Et quand tu as retiré quelque chose, tu vois qu'en fait ça change rien, et tu dis bon bah ça devait peut-être pas être si important que ça. Et en même temps tu sais pas, parce que parfois tout ce que tu vas changer et tout ce que tu vas améliorer dans ton mode de vie et dans différents aspects, ça va peut-être faire une synergie qui va faire que justement c'est ça qui va t'aider, et que si tu avais fait les paramètres un par un, ça aurait pas aussi bien marché. Donc tu vois, on n'est pas des machines, on est des êtres vivants, sensibles, et aussi l'aspect psychique, le fait de juste être en train de prendre en compte ce que tu ressens, de prendre soin de toi, d'essayer de faire en sorte d'améliorer la situation, ben ça fait un effet qui joue aussi et qui aide aussi beaucoup. Donc voilà, c'est pas forcément évident de savoir quoi impacte sur quoi, dans quel sens, et qu'est-ce qui est plus efficace, moins efficace. Donc c'est un peu comme une danse, c'est un peu comme un jeu. Et donc ce que je te propose au cours de cette vidéo et de ce chemin, bah, c'est de jouer, toujours avec cette intention de prendre soin de toi, de t'aimer, d'être délicat et d'être doux pour toi-même, mais aussi en ayant cette compréhension de ce que tu es en train de faire, de dire ok, là je sais pas exactement qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui a le plus aidé, et en même temps, l'important, c'est quand même, il me semble, d'aller mieux. Ce que je viens de dire, cet aspect-là de méthodologie, de faire varier un seul paramètre à la fois, peut-être que ça te semble un peu abstrait pour l'instant, mais j'imagine, tu vas voir qu'en regardant cette vidéo et en voyant quels sont ces différents facteurs, ça va être plus parlant et plus concret pour toi. N'hésite pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour intégrer petit à petit les informations, n'hésite pas à prendre des notes, et bien sûr, si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des choses que tu as envie même de rajouter pour enrichir le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à utiliser les commentaires, c'est fait pour ça. Du coup, l'intolérance à l'histamine, comment savoir si ça te concerne vraiment ou pas? Est-ce que tu vas avoir des certitudes? Eh ben, ça va pas se faire comme ça en 5 minutes, malheureusement. C'est plutôt quelque chose que tu vas construire pour toi-même, entre toi et toi, sur un chemin qui va prendre du temps. Tu vas avoir des expériences potentiellement à faire, des choses à tester, ça va prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. À ce stade, tu peux t'affliger, tu peux te désespérer, tu peux te dire oh non, c'est bon, j'en prends encore pour des semaines et des mois. Et franchement, je comprends, parce que moi, quand j'ai découvert ce sujet de l'intolérance à l'histamine, c'était en février 2023. Tu vois, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en juin, donc ça fait 4 mois. Et franchement, moi, quand j'ai découvert ce sujet-là, mais ça m'a désespérée. Parce qu'en plus, ça faisait déjà pas mal d'années que j'avais des restrictions alimentaires, que j'essayais d'améliorer certains symptômes. Et donc, c'est pas évident, déjà, de maintenir ces restrictions au niveau social. À plein de niveaux, c'est pas évident du tout. Ça peut faire un effet comme ça d'affliction, de dire non mais là, franchement, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, moi j'aspire à plus de liberté, j'aspire à plus de légèreté, j'aspire à plus de spontanéité dans mon alimentation et dans plein de choses. Et là, franchement, ça peut être juste désespérant. Moi, quand j'ai découvert ce sujet, j'en ai pleuré, parce que franchement, ça m'a saoulée, hein, on va pas se mentir.
C'est une manière de réagir. Après, ça n'empêche pas aussi de voir que ça ouvre une possibilité pour comprendre des inconforts, des symptômes, différentes choses qui sont souvent inconfortables, parfois qui traînent depuis vraiment très 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 longtemps. Et en fait, ça ouvre une grille de lecture, ça permet de comprendre des choses, de donner du sens. Et quand on donne du sens et qu'on a une grille de lecture qui tient la route, ben, ce qui est quand même génial, c'est que du coup, ça donne de la sécurité, ça donne des leviers pour agir, et ça permet d'aller mieux. Et là, quand ça reprend de la cohérence, quand ça reprend du sens, et qu'on arrive à trouver des moyens pour aller mieux, qu'on n'est plus dans cette espèce d'arbitraire, parce qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi là on a mal, pourquoi là on a mal alors que l'autre fois on n'avait pas mal. Tu vois, donc quand ça prend du sens et que ça devient comme ça plus clair, moi je trouve que c'est aussi beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus joyeux, et on retrouve du confort, on retrouve de la santé, on retrouve de l'équilibre, et là on respire quand même beaucoup mieux. Alors oui, c'est pas facile, c'est parfois contraignant, c'est parfois super saoulant, et en même temps c'est avant tout un chemin de prise en compte de soi, d'attention à soi, de conscience de soi, d'amour de soi, et il me semble que c'est quand même ça le plus important. Ceci étant dit, regardons maintenant ensemble quels sont ces différents symptômes, ces différents signaux, ces différents indicateurs qui peuvent être en lien avec un taux trop élevé d'histamine. Je précise que cette liste n'est absolument pas exhaustive. Déjà, au niveau global, une personne qui a un taux d'histamine trop élevé fréquemment dans son corps a un terrain, globalement, donc qui va être un terrain inflammatoire, avec une tendance à faire des allergies et un système immunitaire qui n'est pas toujours très performant. Donc il va surréagir par rapport à des substances qui ne devraient pas le faire réagir, donc ça c'est le principe de l'allergie, mais aussi face à des microbes, face à des virus, des bactéries, on va avoir cette sensation d'attraper à peu près tout ce qui passe, donc un système immunitaire qui n'est pas très performant. Au niveau digestif, on va avoir tout un tas de symptômes et d'indicateurs. Ça va aller au fait d'avoir des aftes qui se forment dans la bouche quand on mange certains aliments, avec un inconfort au niveau de la muqueuse dans la bouche, sur les joues, à l'intérieur. Il peut y avoir au niveau gastrique, donc des reflux gastriques, de l'acidité, la paroi de l'estomac qui va être douloureuse. Au niveau intestinal, on peut avoir des crampes, hein, des douleurs intestinales. On va avoir la paroi de la muqueuse intestinale qui va être fragilisée, qui va être irritée. Cette irritation va se retrouver en fait tout le long du tube digestif, hein, de la bouche à l'œsophage, l'estomac, les intestins, le côlon, et jusqu'au rectum et jusqu'à l'anus. Il peut y avoir des crises d'hémorroïdes d'ailleurs qui vont être répétitives. Il peut y avoir des fissures du rectum et des fissures anales. Il est fréquent qu'il y ait une constipation chronique, et il y a aussi ce SCI, là, ce syndrome du côlon irritable, avec cette alternance de constipation et de diarrhée. Ces personnes ont donc des capacités digestives qui sont plutôt faibles, et elles vont fréquemment ressentir après les repas une fatigue qui est assez marquée, c'est vraiment le gros coup de barre. Au niveau de la sphère respiratoire et au niveau ORL, il va y avoir donc des sinus qui sont encombrés, qui sont bouchés ou qui picotent ou qui avec des écoulements. On va y avoir au niveau de la gorge des irritations, il va y avoir au niveau des bronches, hein, des poumons, des sensations de faible capacité respiratoire, des sensations d'étouffement et aussi bien sûr des crises d'asthme. Il va y avoir des irritations ou possiblement des écoulements au niveau des oreilles, au niveau des yeux. Donc toute la sphère ORL, y compris les yeux et les oreilles et tout ce qui est poumon, peuvent être impactés par des encombrements, des glaires, des irritations, des encombrements, etc. Au niveau de la peau va être extrêmement sensible et réactive. On peut y ressentir comme des petits picotements, des petits gratouillis, des petits chatouillis, comme des coups d'aiguille, des sensations comme ça, et quand on regarde, on voit rien. La peau va être très réactive à la fois au contact, au frottement, donc on va facilement déclencher des allergies de contact. Elle va être aussi très réactive et très sensible à différents produits industriels essentiellement, que ce soit des cosmétiques, que ce soit des crèmes, des shampoings, des savons, des gels douche, la lessive aussi. Donc on va très facilement faire des allergies et réagir à tous ces produits-là.
On va avoir tendance au niveau de la peau à faire très facilement des plaques rouges, des petits boutons, des plaques d'urticaire, de l'eczéma et du psoriasis. Au niveau nerveux, que ce soit le cerveau, le système nerveux, l'état d'esprit et l'ambiance intérieure, ces personnes vont ressentir bien souvent des états d'anxiété, de vigilance, d'hypervigilance, alors vraiment du mal à prendre du recul, à se calmer, et ça peut aller aussi jusqu'à des états dépressifs. Ces personnes vont avoir du mal à avoir un sommeil qui est profond et qu'elles estiment réparateur. Elles vont souvent se réveiller fatiguées et donc sont plus susceptibles d'avoir ce problème de fatigue chronique. Des études montreraient que des personnes qui ont des taux d'histamine trop élevés de manière chronique pourraient avoir des dégénérescences du système nerveux de manière plus marquée que d'autres personnes, et ça aurait été montré par exemple par rapport à la maladie de Parkinson. Au niveau cardiaque, les personnes qui ont des taux d'histamine trop élevés pourraient avoir des troubles de la régulation du rythme cardiaque, et donc ça se manifesterait par des crises de tachycardie. Au niveau articulaire, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dit histamine dit terrain inflammatoire, et donc des articulations qui vont être plus rapidement douloureuses, gonflées et rouges, une tendance accrue à faire des tendinites et aussi une accentuation de tout ce qui est arthrose, ostéoporose. Pour les femmes, on aurait fait des liens entre ces taux d'histamine trop élevés et des règles qui seraient très abondantes, qui seraient douloureuses, et avec ce symptôme prémenstruel qui serait davantage marqué. On aurait aussi fait le lien entre des taux d'histamine élevés et des difficultés à concevoir un enfant pour les femmes. Tu vois, donc ça fait un panel d'indicateurs et de symptômes qui sont déjà très larges, et peut-être que déjà ça te permet de voir un petit peu si ça peut te concerner ou pas. Ok, alors maintenant que tu as une vision un peu large de ces différents symptômes, même si c'est pas exhaustif, ça te donne quand même une bonne vision du tableau d'ensemble, sache que tu peux très bien avoir l'ensemble de ces symptômes ou quelques-uns de ces symptômes sans que ce soit du tout un problème d'histamine. Donc, ça suffit pas d'avoir ces symptômes, c'est nécessaire d'aller un peu plus loin, de faire certains tests, de faire certaines expériences pour savoir s'ils sont dus ou pas à un problème de régulation de l'histamine. Sache que tu peux faire des analyses de sang, des analyses sanguines dans le laboratoire d'analyse médicale qui se trouve près de chez toi. Une première analyse que tu peux faire, c'est simplement le dosage du taux d'histamine qui circule dans le sang. Ça peut être tout à fait intéressant de faire ce dosage-là, et surtout si tu ne viens pas d'avoir une grosse réaction allergique ou si tu n'es pas en crise. Voilà, le plus intéressant, c'est d'y aller quand c'est calme, quand c'est le moment plutôt calme, et là d'aller faire ta prise de sang. Et si dans un contexte de calme, en dehors d'un contexte de crise allergique, tu as déjà un taux d'histamine qui est plutôt élevé, plutôt en haut, voire qui dépasse l'intervalle dans lequel il devrait se trouver, ben là ça peut être un bon indicateur qu'effectivement il y a un souci avec cette régulation du taux d'histamine. Si par contre ton taux d'histamine est bien compris dans le bon intervalle, eh bien malheureusement ça ne veut pas forcément dire que tu es tranquille et que tu n'as pas de problème de régulation d'histamine, puisque le taux d'histamine c'est quelque chose qui varie beaucoup au cours du temps. Rien qu'au cours d'une journée, ça peut monter et descendre, c'est vraiment quelque chose qui est très variable. Donc s'il est très haut, ça peut être un indicateur, mais s'il est bas, ça peut être juste un moment où il était bas, et ça ne veut pas dire que 3 heures plus tard, il va pas crever le plafond, être très important, et que ton corps, ça veut pas dire qu'il va bien réussir à gérer ça. Tu vois, donc ces analyses sur l'histamine, pour qu'elles soient parlantes, eh ben, il faudrait en faire plusieurs fois par jour, il faudrait en faire plein pour avoir une vision globale de la chose, mais évidemment, on est d'accord, c'est pas ce que je te recommande. Sache que tu peux aussi faire des analyses de sang pour doser la quantité de DAO, la diamine oxydase, cette enzyme qui normalement est censée réguler le taux de l'histamine en la dégradant. Donc si tu fais ton dosage de taux de DAO et que tu te rends compte qu'il est vraiment très en bas dans l'intervalle, voire en dessous de l'intervalle, là c'est quand même un très bon indicateur qu'effectivement il y a un souci avec la régulation de l'histamine, et en plus tu sais qu'il y a un souci avec la DAO, donc c'est quand même une information qui est très intéressante. Mais si ton taux de DAO est tout à fait compris dans l'intervalle, même s'il est plutôt en haut de l'intervalle,
Eh bien, ça ne veut pas dire que tu régules bien ton histamine. Il y a en effet d'autres enzymes dont c'est le travail de réguler l'histamine et peut-être que le souci de régulation se trouve à d'autres niveaux dans ton organisme. Et tu peux aussi très bien avoir un taux de DAO qui est important, mais avoir une forme de l'enzyme, une forme de la molécule qui n'est pas efficace, donc il y en a en quantité mais elle ne sert pas à grand-chose. Et cette DAO que tu as mesurée avec ton analyse de sang, c'est la DAO qui circule globalement dans le sang, mais cette DAO, elle est très utile et présente majoritairement en très grande quantité au niveau de certains endroits de la paroi de ton tube digestif et notamment au niveau intestinal. Donc tu peux très bien avoir une bonne quantité de DAO globalement dans ton sang, mais avoir les intestins qui sont dans un très mauvais état et qui font que, en fait, dans tes intestins, ta DAO, elle est pas présente ou peu présente ou pas efficace, ou qu'il y a des conditions au niveau intestinal qui font qu'elle peut pas travailler correctement. Donc tu vois, ton taux de DAO circulant n'est pas forcément représentatif de son efficacité et d'une bonne régulation du taux d'histamine dans ton corps. Mais bon, ces prises de sang, ça peut être, moi je trouve quand même intéressant de les faire, ça peut te donner des informations qui sont intéressantes, surtout si ton taux d'histamine est très élevé, ou si ton taux de DAO est vraiment très bas. Sache que tu peux faire ces analyses par toi-même, hein, sans ordonnance, il te suffit de contacter ton laboratoire d'analyse médicale, de leur demander les tarifs, les modalités, quelles sont les différentes possibilités. Bon là, bien sûr, du coup, tu ne seras pas remboursé. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour savoir si ce problème d'intolérance à l'histamine, si ça te concerne ou pas? Eh bien, on va appliquer une logique toute simple. Si tu as vraiment un souci de régulation de ton taux d'histamine et que tu as des taux d'histamine qui sont trop élevés et que c'est ça qui te fait mal et qui te génère tous ces symptômes et tous ces inconforts, eh bien, logiquement, en faisant baisser ton taux d'histamine, eh bien, ça devrait aller mieux. Du coup, l'idée, c'est de reprendre les différents facteurs qui perturbent cette régulation du taux d'histamine. Je te renvoie donc à la première vidéo. Et puis de les tester, de les checker un par un et de voir si ça t'aide ou pas. Et là, c'est une démarche qui est quand même plutôt sympa parce que déjà, non seulement tu vas apprendre et tu vas pouvoir savoir si c'est vraiment un souci de régulation du taux d'histamine ou pas, et en même temps que tu seras en train de le découvrir, eh ben, tu seras en train de régler ton problème. Donc c'est quand même plutôt sympa. Je vais quand même te faire une vidéo spécifique ciblée pour répondre à cette question, comment faire baisser son taux d'histamine. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour faire le test pour savoir si ça te concerne ou pas, donc je vais aller un petit peu plus vite sur certains aspects. Premier test que tu peux faire, le test de la diète pauvre en histamine. Il va s'agir ici de manger pendant un temps donné que tu vas définir par toi-même des aliments que tu aimes bien sûr et qui sont pauvres en histamine et qui ne vont pas non plus déclencher la libération de l'histamine par les mastocytes. Donc là, je te mets en description des liens vers des listes comme ça d'aliments pour que tu puisses faire ton repérage et te faire ta propre liste des aliments que tu vas pouvoir manger pendant ce temps que tu vas déterminer. Ce qu'il va falloir repérer pendant ce test, c'est déjà comment tu te sens avant cette diète, d'observer ensuite comment tu te sens, est-ce que tes symptômes s'améliorent, est-ce qu'il y a un changement de la situation au cours de ce temps de cette diète, et aussi, très important, observer quand tu vas reprendre une alimentation entre guillemets normale, en tout cas avec des aliments qui peuvent contenir de l'histamine ou des substances qui font libérer l'histamine par ton corps, est-ce qu'il va y avoir une aggravation, une reprise des symptômes ou pas? Pour savoir comment t'y prendre, pour en savoir un peu plus sur la méthodologie, je te renvoie à cette vidéo. Comment savoir si un aliment est vraiment bon pour moi? Je n'y parle pas spécifiquement de l'histamine, mais la méthode, le processus que j'y décris, tu vas pouvoir l'appliquer pour cette diète pauvre en histamine. J'ai bien conscience que ce genre d'expérience, au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu confus, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est pour ça que je t'ai créé cette fiche outil que tu trouveras en description. Tu vas pouvoir avoir juste sur une page, juste la structure de la procédure. Vraiment, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de détails, c'est juste la structure. Je te l'ai mis sur une page pour que tu puisses l'imprimer, comme ça tu l'affiches dans un endroit, par exemple dans ta cuisine, un endroit où tu vas pouvoir la voir fréquemment, tu vas pouvoir te reposer dessus, t'y référer, et je pense que ça va t'aider à te lancer et à faire tes propres expériences. Et après, une fois que tu auras compris le principe,
Eh ben, ça va être à toi de régler les différents curseurs. Quels sont les aliments que tu testes ou pas, que tu retires ou que tu continues à manger? Combien de temps tu fais cette diète? Est-ce que tu fais plusieurs diètes? Est-ce que tu as besoin de le faire plusieurs fois pour vraiment te rendre compte des choses? À ce moment-là, de combien de temps tu les espaces? Et tu vois, tous ces curseurs-là, tous ces paramètres-là, tu vas pouvoir les ajuster en conscience, au feeling, en fonction de ce que tu vis, intérieurement, en fonction de ta disponibilité, de ta vie sociale, professionnelle, de tout ce qui se passe dans ta vie. Et là, tu vas apprendre sur ce chemin, bah, à beaucoup mieux te connaître et tu vas vraiment pouvoir avoir une vision de plus en plus claire si vraiment ça te concerne ou pas. Autre test que tu peux faire, ça concerne cette enzyme-là, la DAO, qui est censée normalement dégrader l'histamine quand elle devient trop importante. Sache qu'il existe des compléments de DAO que tu peux trouver sur internet, je te mets 2 liens là en description. Ces compléments peuvent venir d'animaux ou peuvent avoir aussi des sources végétales. Là, l'idée, c'est tout simple, si prendre de la DAO, bah, tu vois que ça t'aide et que ça apporte du confort par rapport à certains de tes symptômes, bah, il y a bien des chances que ces symptômes-là soient liés à un excès d'histamine. Et ça ne veut pas dire que tu as un souci spécifiquement toi avec ta DAO. Cette DAO que tu prends en plus, en complément, elle peut venir comme en renfort de ton système, mais peut-être que toi, ton souci, c'est un souci d'une autre enzyme ou un autre souci en lien avec l'histamine qui n'a rien à voir avec ta DAO. Donc voilà, tu vas juste savoir que, par contre, tu as un souci pour ces symptômes-là avec l'histamine. Attention, avec ces compléments de DAO, ça ne va pas aider tout le monde, ça ne fonctionne pas sur tout le monde, et il y en a qui vont fonctionner et pas d'autres, donc tu peux avoir très bien un complément qui va t'aider et un autre qui va pas du tout t'aider. Moi personnellement, il y en a un qui m'a pas mal aidé et l'autre même qui a aggravé mes symptômes. Donc ne pars pas du principe que parce que c'est de la DAO, ça va forcément être bon pour toi et ça va forcément t'aider. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre, si tu choisis de faire ce test-là, tu prends un comprimé, vraiment tu observes bien comment tu te sentais avant et comment tu te sentais après, tu laisses passer un peu de temps, 24-48 heures, et t'observes. Et si tu vois que ça n'a rien fait ou que ça va mieux, bah là tu peux peut-être faire des prises plus rapprochées, en prendre un par jour pendant plusieurs jours, voir ce qui se passe, faire des pauses, enfin tu vois, je te conseille vraiment d'y aller très prudemment. Ces compléments de DAO peuvent s'acheter librement sur internet, donc sois prudent, sois prudente, lis bien les avis, lis bien la composition, et je te recommande vivement d'en parler avec ton médecin pour avoir son avis, voir ce qu'il en dit, et d'autant plus si tu prends déjà un traitement. Il peut peut-être y avoir des interactions entre les différentes substances avec d'autres médicaments. J'ai pas creusé le sujet, donc si c'est le cas, si tu prends un traitement, parle-en à ton médecin. Ensuite, bah, tu peux agir sur toutes les autres causes, sur tous les perturbateurs potentiels de la régulation de l'histamine dans le corps, comme on l'a vu dans la première vidéo. La régulation de l'histamine peut par exemple être perturbée par une dysbiose intestinale, parce qu'on n'a pas les bons entre guillemets microbes au niveau de ses intestins. Donc là, bah, tu peux toujours prendre des compléments alimentaires, cette fois-ci de probiotiques, hein, de bons microbes, pour voir si ça t'aide et si ça soulage certains de tes symptômes. La régulation de l'histamine, ça peut être lié aussi à des carences, à des manques en certaines vitamines et en certains minéraux. Je te renvoie à la première vidéo. Donc tu peux très bien faire des analyses déjà pour voir si tu as ces carences, si tu as ces manques, et puis bah, complémenter et voir si ça améliore la situation aussi. On a vu également que la régulation de l'histamine peut être perturbée par du stress, par des chocs émotionnels, par une glande thyroïde qui est fatiguée, par des surrénales qui sont épuisées, et par tout un tas d'autres paramètres, hein, la pollution de l'eau, certains traitements médicamenteux chroniques. Enfin, la palette est large. Ça veut dire que tu peux aller investiguer, aller checker, aller regarder ce qui se passe par rapport à ces différents paramètres. Et là, ton médecin, tes praticiens de santé, les personnes qui te suivent, sont tout indiqués pour être des interlocuteurs, pour en discuter avec eux, pour voir bah, s'ils peuvent t'accompagner dans ces différents check-ups potentiellement que tu peux faire. Et si tu veux apprendre à mieux gérer ton stress, à mieux vivre tes émotions, et que tu as envie d'apprendre ça par toi-même, en toute autonomie, eh ben je te renvoie à la plateforme en ligne d'Inflorescence et particulièrement au module 1, plus de stabilité et de douceur chaque jour.
Parce que plus ton approche va être large, plus ton approche va être holistique, ben plus tu as des chances de comprendre au mieux ce qui se passe, et plus tu vas avoir de chances de régler profondément et durablement ton problème. Peut-être que tu te dis à ce stade, mais pourquoi elle ne parle pas des antihistaminiques? Les antihistaminiques, c'est simple, c'est un cachet, ça fait baisser le taux d'histamine, et puis c'est bon, problème résolu. Alors tu vois, j'en parle des antihistaminiques, mais en tout cas, sache que c'est faux, hein. Les antihistaminiques ne vont pas faire baisser le taux d'histamine dans le sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histamine, elle agit dans le corps en se fixant à différentes sortes de récepteurs, qu'on appelle récepteurs H1, H2, H3, H4, etc. Il peut y en avoir d'autres. Ce que vont faire les antihistaminiques, c'est qu'ils vont bloquer un récepteur spécifique de l'histamine. Par exemple, des antihistaminiques comme Zyrtec ou Aerius vont bloquer spécifiquement le récepteur H1, qui se trouve essentiellement au niveau des voies respiratoires, dans les muqueuses, dans les parois, à différents endroits du corps. Mais quand tu prends du Zyrtec ou de l'Aerius, ton taux d'histamine, il reste identique, il reste élevé, ça va pas le faire descendre. Et donc, bah, à d'autres endroits, d'autres récepteurs à l'histamine vont, eux, continuer à être activés. Donc prendre du Zyrtec ou de l'Aerius, ça va pas forcément t'aider au niveau des reflux gastriques, par exemple. Les reflux gastriques, ce qui va peut-être t'aider, c'est les antihistaminiques H2, comme la cimétidine par exemple. On en trouve aussi dans la stomédine. Ce sont des médicaments qui sont sur ordonnance. Et donc pour prendre des antihistaminiques, je te conseille vivement, même si certains on peut les acheter librement en pharmacie, je te conseille vivement de te référer à ton médecin traitant. Tout ça pour dire que quand tu prends un antihistaminique, par exemple un antihistaminique H1, un Zyrtec par exemple, si tu vois que ça t'aide à améliorer certains symptômes quand tu prends ce cachet-là, c'est effectivement un indicateur fort pour savoir que bah oui, il y a un souci avec de l'histamine qui serait trop élevé. Donc c'est effectivement intéressant pour savoir si ça te concerne ou pas, ce souci de la régulation de ton taux d'histamine. Par contre, ça va pas régler les causes de ton problème et ça va pas faire baisser ton taux d'histamine. Je sais bien que ça peut être tentant quand on réalise qu'on prend un antihistaminique et ça soulage un symptôme, on se dit oh là là, ça y est, j'ai trouvé la solution. Non, c'est vraiment pas une bonne idée de prendre ces histaminiques de manière trop fréquente, de manière continue dans le temps. Déjà, ça va bloquer un récepteur, mais ce récepteur à l'histamine, il a une raison d'être. Il sert à quelque chose dans le corps. Il sert à réguler des réponses immunitaires qui sont importantes. Donc, c'est pas une bonne idée de bloquer trop souvent, trop fréquemment ces différents récepteurs à l'histamine. Bon, en plus, ça va pas faire baisser ton taux d'histamine, comme je te le disais, donc ça va pas régler tes autres symptômes. Et puis, bah, tout médicament, évidemment, et y compris les antihistaminiques, ont des effets secondaires, surtout quand on les prend souvent et quand on les prend longtemps. Donc attention avec ça, ça va pas régler ton problème, ça peut soulager ponctuellement, ça peut aider. Hein, je dis pas qu'il faut pas les prendre, de toute façon je suis pas un médecin, hein, je fais pas de diagnostic et je fais pas de prescription, donc c'est toi qui es responsable des choix que tu fais, et tu vois avec ton médecin ce qui est judicieux de faire en fonction de ta situation à toi. Mais en tout cas, voilà, attention à ce piège et à cette tentation de se dire oh là là, ça y est, j'ai trouvé la solution. Non, les antihistaminiques, c'est vraiment pas la solution, ça peut être une béquille temporaire au mieux. Ok, on arrive au bout de cette vidéo, donc je te propose rapidement de récapituler ce qu'on a vu. Donc tu peux faire la liste de tes différents inconforts, symptômes, désagréments et voir parmi eux quels sont ceux qui peuvent être liés à un excès d'histamine ou pas. Tu peux faire des analyses de sang pour savoir si tu as un taux d'histamine qui est trop élevé et tu peux aussi savoir si ton taux de DAO est trop bas. Tu peux faire des tests de diète pauvre en histamine et tu peux en faire plusieurs et de différentes durées pour voir si ça t'aide ou pas. Tu peux tester différents compléments alimentaires de DAO pour voir si ça te soulage ou pas. Tu peux aller voir ton médecin et te faire prescrire des antihistaminiques. Donc tu as les antihistaminiques H1 type Zyrtec, Aerius pour tout ce qui est ORL, voie respiratoire et au niveau de la peau. Il y a les antihistaminiques H2 pour tout ce qui est reflux gastrique et acidité au niveau de l'estomac. Et tu peux agir sur toutes les autres causes, tu peux aller checker ta thyroïde, les surrénales, regarder ton mode de vie pour le stress, regarder comment tu vis tes émotions. Enfin, tu peux agir sur toutes les autres causes pour voir si ça aide à améliorer la situation
ou pas. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, s'il y a des aspects que tu souhaites clarifier, si tu as envie de partager ou s'il y a des compléments d'informations que tu peux donner, n'hésite pas à utiliser les commentaires. C'est vraiment précieux de pouvoir échanger et de pouvoir partager sur ce sujet. Comme je te le disais, je ne suis pas médecin, hein. Ce que je te partage dans cette vidéo, c'est le résultat, c'est le fruit de mes propres recherches, de mes propres expériences directes. Et donc, je ne sais pas tout, c'est pas exhaustif, je peux faire des erreurs, donc n'hésite pas à corriger et à compléter en utilisant les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut enrichir, peut aider d'autres personnes et que tu as envie de soutenir sa diffusion, pense à la liker et pense à laisser un petit commentaire aussi en dessous. Je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.